Allez, c'est parti pour ce décryptage. Aujourd'hui, on va voir comment la cybersécurité a complètement muté. Avant, honnêtement, c'était juste une histoire de mots de passe embêtants à retenir. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, c'est carrément devenu le bouclier ultime pour protéger notre identité humaine face à des menaces, disons-le, d'une sophistication absolument redoutable. Au programme de notre analyse, on commence par l'illusion de la confiance, puis on passe à l'ère de l'usurpation par l'intelligence artificielle. Ensuite, cap sur l'architecture zéro confiance pour finir sur un enjeu colossal, la souveraineté numérique. Un vrai parcours qui nous emmène de nos petits smartphones jusqu'aux immenses enjeux géopolitiques mondiaux. Première étape, l'illusion de la confiance. Quand on y pense, un compte sur les réseaux sociaux, ce n'est plus du tout juste pour le fun. C'est littéralement une carte d'identité numérique. Ça regorge de conversations intimes, de photos privées, de contacts professionnels, bref, une véritable mine d'or absolue pour ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Prenons l'exemple concret de l'arnaque à la détention douanière. En fait, les pirates ne s'embêtent même plus à craquer des serveurs ultra sécurisés. Ils s'attaquent au maillon le plus facile, l'humain. Le schéma est implacable, un code de vérification est intercepté, le pirate s'infiltre en silence, lit l'historique des chats pour copier le ton exact de sa victime, et hop, un faux message de détresse est envoyé à un proche pour réclamer des fonds en urgence. Il y a cette citation qui résume parfaitement la situation. C'est comme si un inconnu portait un masque parfait d'un frère et venait demander de l'argent dans le noir. Ça fait froid dans le dos, non? Et c'est exactement pour ça que c'est si dévastateur. On ne tombe pas dans un piège technique complexe, on réagit avec nos tripes à un appel à l'aide d'un proche. L'empathie devient notre plus grande vulnérabilité. Alors, comment on se blinde contre ça ? Eh bien, il faut adopter des réflexes presque militaires au quotidien, activer la vérification en 2 étapes par code PIN, considérer les codes SMS comme des secrets d'État à ne jamais partager, vérifier chaque semaine quelles sessions sont ouvertes sur nos appareils et verrouiller la visibilité de nos profils. La logique est simple, moins on laisse traîner de détails personnels, moins les hackers ont de munitions pour nous manipuler. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'ère de l'usurpation par l'IA. Et là, on franchit un cap carrément terrifiant. Les hackers ne volent plus seulement des textes ou des mots de passe, ils s'en prennent à nos visages, ils volent nos voix. Pour bien mesurer l'ampleur du problème, il faut parler des deepfakes, ces contenus modifiés par l'IA pour imiter parfaitement une personne réelle. Et la rapidité du processus donne le vertige. 30 petites secondes de notre voix dans une vidéo publique suffisent pour qu'une IA clone intégralement notre timbre et notre façon de parler. Une fois l'illusion générée, c'est indétectable pour l'oreille humaine. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Regardons ce cas très documenté qui s'est déroulé à Hong Kong. Lors d'une visioconférence en direct, l'IA a généré un clone parfait du PDG. Le faux patron donne ses instructions et les cadres obéissent instantanément. Résultat de cette manipulation effarante, une perte colossale s'élevant à 25 millions de dollars. L'analogie ici est glaçante, c'est comme si un cambrioleur volait des cordes vocales pour entrer dans une maison et demander tranquillement les clés du coffre. Le problème de fond, c'est notre biologie. Notre cerveau est littéralement programmé pour faire confiance instantanément à un visage ou une voix familier. Ça court-circuite complètement notre méfiance habituelle. Du coup, face à des identités synthétiques aussi parfaites, la technologie ne suffit plus. La meilleure parade, c'est de convenir d'un mot de passe hors ligne avec ses contacts clés. Ou encore mieux, faire le test de la question absurde. Demander soudainement la couleur d'un ananas avec un chapeau, par exemple. Face à un truc aussi imprévisible, l'IA va bugger en temps réel car elle est incapable d'improviser humainement. Passons maintenant au niveau supérieur avec notre troisième point, l'architecture zéro confiance. Parce que oui, les bons réflexes personnels c'est crucial, mais pour les grandes organisations, il faut repenser totalement la façon de protéger l'accès au réseau. C'est un changement de paradigme radical. L'ancienne méthode, la confiance par défaut, consistait à construire un mur solide et à faire aveuglément confiance à tout ce qui était à l'intérieur. C'est fini. Le modèle zéro confiance part du principe que la forteresse est déjà infiltrée. Donc chaque demande d'accès est passée à la loupe, vérifiée et revérifiée à chaque milliseconde. Et l'arme absolue pour appliquer cette architecture de fer, ce sont les passkeys, basés sur le standard FIDO2. Le concept est tout simplement brillant. C'est une cryptographie où le secret n'est jamais partagé avec le serveur. S'il n'y a aucun mot de passe stocké sur le serveur, les pirates n'ont littéralement plus rien à voler. Le vol d'identifiant devient mathématiquement impossible. En observant la hiérarchie des méthodes de défense, le constat est sans appel. Les simples SMS, ils sont extrêmement vulnérables aux arnaques de piratage de cartes SIM. Les applications d'authentification, c'est mieux, mais on peut encore se faire avoir par du phishing en temps réel. La norme d'excellence absolue, ce sont les clés matérielles physiques, comme les YubiKey. Branchées directement sur l'appareil, elles offrent un niveau de compromission zéro. Mais attention,
Avoir une excellente serrure ne sert à rien si on laisse les fenêtres grandes ouvertes. Il faut systématiquement procéder au durcissement des systèmes. Concrètement, on désinstalle tous les logiciels inutiles, on active les modes d'isolement sur nos appareils contre les failles furtives dites zéro-clic, et on utilise un chiffrement lourd de type AES 256 pour les disques. On verrouille toutes les issues par principe. Enfin, quatrième et dernière partie, atteindre la souveraineté numérique. Ici, on prend vraiment de la hauteur. À l'échelle globale, la cybersécurité dépasse largement l'informatique, ça devient le socle même de l'indépendance de nos pays et de notre liberté. Cette grande vision repose sur 3 piliers fondamentaux. La souveraineté individuelle pour protéger notre autonomie contre les algorithmes, la souveraineté nationale indispensable pour sécuriser les infrastructures critiques d'un pays, et bien sûr la souveraineté éthique pour garantir que les avancées technologiques restent fondamentalement au service de l'humain et non l'inverse. L'actualité nous l'a tragiquement prouvé lors des cyberattaques sur les satellites Viasat. Une nation doit impérativement contrôler ses infrastructures de transit. C'est pour ça que des initiatives comme le déploiement de centres de données locaux, qui sont d'ailleurs ardemment débattus aujourd'hui en République démocratique du Congo, sont vitales. Garder ces données sur son propre sol, c'est le seul moyen d'échapper à l'ingérence des lois et des intérêts étrangers. Dans le même esprit, avec l'explosion absolue de l'IA générative, il faut réagir vite pour ne pas détruire la confiance publique. Il devient vital d'imposer un marquage numérique obligatoire, un watermarking, pour tous les contenus créés artificiellement. Face à ce déluge de fausses images et de fausses voix, c'est la condition sine qua non pour préserver la vérité sociale et des débats équitables. En définitive, s'il ne fallait retenir qu'une seule phrase de toute cette analyse, ce serait celle-ci. La cybersécurité n'est pas un outil, c'est un comportement. Les technologies les plus avancées du monde ne garantissent rien du tout sans notre propre discipline. La véritable ligne de front, c'est nous. C'est notre éducation, notre vigilance constante et nos réflexes de tous les jours. Ce qui nous laisse avec une question vertigineuse pour clore ce décryptage. Comment l'humanité va-t-elle s'assurer que la technologie reste un serviteur et non un maître sur cette nouvelle frontière numérique ? C'est le défi de notre époque. Il faut repenser nos habitudes dès aujourd'hui pour construire un avenir non seulement ultra sécurisé, mais surtout éthique et profondément souverain. Gardons l'œil ouvert et surtout, restons vigilants.